C'est pour le rôle. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera. J'ai fait ce job moi aussi une paire de fois. E cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Tu sais ce que Rameau fabrique? Vai manter a tradição. Vai J'aime vraiment bien ton bonnet. pé no chão. Manter a tradição. Vai meu floco, tristeza, pé no chão. Trop bien. Fiz o estandarte com as Je t'ai vu à Bacalan, en allant vers le nouveau stade. Le nouveau stade? destaque a tua paz Tram en panne, j'ai dû descendre plus tôt et du coup, je marchais. do nosso Je cherchais encore mes lunettes. samba enredo. Je devais me rappeler la dernière fois où je les avais vues. J'avais un souvenir très net, mais l'endroit n'était jamais le même. De meus versos. Il est arrivé la même chose à une amie. Elle avait perdu ses 2 lentilles dans des endroits différents. Quand elle a remis la main dessus, elles étaient dépareillées et il y en avait une qui lui donnait des démangeaisons, Elle grattait. je crois. Après 2 jours, elle y voyait plus rien du tout. Alors, elle s'est fait prêter des lunettes à mettre par-dessus. Des VRP en ont profité pour essayer de lui vendre du collier par téléphone. Ils lui ont foutu en l'air son appart et sont partis sans demander des nouvelles de la famille. Moi aussi j'ai fait ce rêve une fois. Ça vous était jamais arrivé De quoi? d'être pris pour quelqu'un d'autre? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai demandé à tout le monde. Tout va bien. Vous n'existez pas. Cela vous convient-il? Est-ce qu'il faudra tout rendre? Et puis quoi encore? Je me ferai engueuler, je serai pas la seule. Demandez-vous plutôt comment vous allez vous débarrasser. On va faire simple. Comme tout le monde. Le vaillant capitaine Olimar a ruiné sa fusée cosmique sans le faire exprès. Il échoue sur une planète où il doit ramasser les morceaux par monts et par veaux. Pour ce faire, il exploite des bestioles qui sont en fait de foutues herbes ou l'inverse. Pikmin, c'est leur nom. C'est le nom de ce qui permet notre action. Le personnage, Olimar, ne suffit pas à jouer car il est impérave. Le roi de tout le cosmos a ruiné accidentellement tout le cosmos. Son fils est désigné volontaire pour rassembler des cochonneries par terre et en faire des étoiles discount. Pour ce faire, il utilise comme tout le monde une boule qui colle. Katamari, c'est la boule qui colle. C'est cette fois encore le nom de notre moyen d'action. Sans cet objet, le prince n'est pas même un personnage jouable. Il sent encore plus fort la loose que ce chien d'Olimar. On est donc doublement éloigné de ce que l'on fait. D'abord, comme souvent, on a besoin d'un personnage. On a besoin d'exister dans le jeu pour pouvoir agir dessus. Ça pourrait ne pas être le cas, comme pour pas mal de jeux de gestion par exemple. Mais ici, le personnage est en plus lui-même dépendant d'un intermédiaire visible. Il est plongé dans un environnement auquel il est étranger, et il ne peut alors rien entreprendre sans s'appuyer soit sur quelque chose de moins étranger, les Pikmin, soit sur une entité non situable, un élément magique et absolu qui rendra obsolète l'idée même d'une frontière séparant le personnage de l'environnement. Le Katamari, c'est ce rêve d'universalité. Tout se confond et tout se rejoint dans sa masse. On peut alors dire que cet intermédiaire prolonge le mouvement du personnage et le traduit dans le langage du monde. Ou au contraire, on peut aussi considérer que cet objet lui impose un certain mode de fonctionnement et restreint donc son action autant qu'il l'autorise. C'est alors le langage de l'objet que nous devons apprendre, parce qu'il n'y a pas de traduction possible. Cette mécanique, qui est celle du jeu vidéo, Pikmin et Katamari nous la donnent à observer. À travers le capitaine comme à travers le prince, il nous présente une figure de joueur qui a besoin de sa manette et qui n'est libre que dans la mesure de ce qu'elle lui permet. Grâce au Katamari et grâce au Pikmin, la trame scénaristique et le gameplay s'alignent tous deux sur le dispositif de la console, sur ce principe de dépendance qui lie la conscience joueuse à l'intermédiaire et l'intermédiaire à l'univers de fiction.
C'est donc l'état le plus simple du jeu, sa nature, qui dans Katamari et dans Pikmin devient l'alpha et l'oméga. De bout en bout, il n'y a qu'elle qui nous intéresse, et elle est notre guide. Ainsi, il n'est rien dans ces jeux qui n'apparaissent pas comme évidents. Ils sont immédiatement prenants et se découvrent presque sans réfléchir, à tel point que proposer une lecture détaillée de leur contenu, ce serait s'exposer dangereusement aux accusations de délit de branlette. Pikmin et Katamari ne mettent pas au premier plan le personnage que nous contrôlons. Même s'il reste toujours visible, nous l'oublions volontiers. Le prince, au fur et à mesure que grandit son Katamari, s'efface pour ne plus exister qu'en dehors du domaine jouable, comme accessoire. Olimar, lui, ne nous intéresse plus sitôt que nous comprenons qu'il ne peut pas agir et que l'action dont nous devons nous occuper sera toujours celle des Pikmin. Nous n'existons qu'à travers ces intermédiaires. Les premiers instants de jeu viennent avec la découverte du pouvoir que nous pouvons exercer sur le monde, et c'est parce que ces objets nous obéissent immédiatement, et ainsi parce qu'ils se confondent avec nous, que nous pouvons faire l'expérience de ce pouvoir. La trame des différents épisodes de Katamari s'attarde toujours sur l'idée de croissance, d'entraînement, sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais notre personnage, tout comme Olimar, n'évolue jamais. C'est le Katamari qui est en expansion, qui s'enrichit au contact du monde puis se transforme pour devenir une étoile. Le seul exemple de développement individuel dans cette licence fait justement du personnage, en l'occurrence le roi, un Katamari que nous devons faire rouler d'un environnement à l'autre, d'un événement à l'autre, et qui s'en nourrira. Les Pikmin, comme le Katamari, évoluent. Ils se multiplient, se transforment et se diversifient. Espèce impuissante au départ, ils finissent par devenir autonomes. Le vaisseau, autre intermédiaire dont Olimar est dépendant, devient lui aussi de plus en plus performant. Dans son cas, il s'agit de revenir à un état normal et passé, à une complétion perdue. Car la situation de jeu dans Pikmin comme dans Katamari est présentée comme résultant d'un accident. Elle n'aurait pas existé si la marche normale du monde s'était poursuivie. Et, paradoxalement, au fur et à mesure qu'on approche du moment où cette situation jouable disparaîtra en se résolvant, nos possibilités de jeu s'accroissent. Ce qui est mis en scène à travers cette évolution qui ne touche pas le personnage, c'est en fait une expansion de la force de jeu, qui est nécessaire pour aller de plus en plus loin dans la résolution du problème initial. Ainsi, c'est pour nous la possibilité de jeu qui s'enrichit. C'est notre prise sur le monde ludique qui est développée, tandis que le personnage, c'est-à-dire l'image qui nous introduit dans cet environnement, reste inchangé. Nous apprenons donc à mesurer notre expérience non pas selon la manière dont nous sommes représentés dans le monde, mais selon la variété des liens qui nous y attachent. Ce qui se développe dans l'expérience de jeu, c'est cette somme d'éléments communs au monde et à nous-mêmes. C'est cet espace intermédiaire où s'articule la communication de l'intérieur et de l'extérieur, du moi et des autres. Cet élargissement prend plusieurs formes dans Katamari et dans Pikmin. La plus visuelle et la plus directe est celle que nous avons citée. L'objet intermédiaire symbolique gagne en ampleur jusqu'à englober tout l'univers de jeu, et ainsi, notre prise sur cet environnement évolue quantitativement. Mais en dehors de cet objet symbolique, c'est par la connaissance et par la collection que nous annexons, petit à petit, et avec une précision beaucoup plus importante, les éléments singuliers du décor extérieur. La liste, l'inventaire, l'encyclopédie tiennent une place importante dans l'exploration de la planète mystérieuse par Olimar et de la Terre par le prince. Si l'exploration et la connaissance sont des moteurs de jeu puissants, qui peuvent se passer de toute automotivation, c'est parce qu'elles relèvent du même plaisir d'absorption que le magnétisme du Katamari. Finir un jeu, c'est le connaître, c'est aller au bout de ses possibilités et en épuiser le mystère. Cet exercice, qui consiste en une expansion maximale et achevée de notre espace transitionnel à la totalité d'un environnement délimité, est pour nous un entraînement autant qu'une auto-évaluation. Par lui, nous mesurons la tension de deux liens. Celui qui à l'intérieur du jeu s'étend vers nous, son obéissance donc, sa fiabilité et sa disponibilité, et celui qui depuis notre conscience s'étend vers l'extérieur pour se l'approprier. Ce second lien est mis en tension par le jeu, mais il ne s'y limite pas. L'absorption, qu'elle prenne la voie de la connaissance ou celle de la possession, est la confirmation d'un pouvoir. On peut noter, par exemple, que dans Pokémon, ces deux voies permettent une même complétion du jeu.
Il suffit de rencontrer tous les monstres pour remplir notre encyclopédie, le Pokédex. Le slogan « Attrapez-les tous » peut donc laisser place en jeu à un « Apprenez-les tous ». Même lorsqu'il s'agit de combattre, la possession d'un Pokémon n'importe pas autant que la connaissance précise de ses qualités. On ne reconnaît jamais un maître dresseur à sa sauvegarde, mais bien plus certainement à sa science. Ce pouvoir, qui est au centre de Pokémon, comme de Pikmin et de Katamari, ne se limite pas à la possession d'un monde virtuel, qui de toute façon n'existe comme copie que pour la personne qui a le jeu entre les mains, mais est la manifestation d'une capacité cognitive. La formation de la conscience joueuse, formation qui cette fois trouve une correspondance dans la figure même du personnage jouable, est un élargissement de son champ de jeu et d'entendement. Olimar est changé par la connaissance de la planète, le prince gagne la considération du roi et peut l'envelopper à son tour lorsqu'il a englobé une part suffisante de l'univers. Ces jeux qui, comme beaucoup d'autres, sont didactiques et individualistes, ces jeux dont le sujet est bien la formation de soi, se distinguent malgré tout des RPG en ce qu'ils ne font pas varier la puissance du personnage lui-même. Ils sont des exemples assez rares d'une forme de développement qui ne concerne que l'espace intermédiaire. C'est en ce sens qu'ils mettent en scène la pratique ludique, la prennent pour sujet et la questionnent. La recherche psychanalytique offre, notamment grâce à Donald Winnicott, des outils particulièrement intéressants pour questionner la pratique du jeu. Avec jeu et réalité, Donald associe la naissance du jeu à la désillusion du nourrisson découvrant les limites de sa puissance. Parce que l'on répond à ses cris et à ses besoins, le nouveau-né a l'illusion d'être omnipotent. Il ne perçoit pas le sein de sa mère comme extérieur, ni comme étant séparé de lui-même. Il le crée. Lorsqu'il reconnaît progressivement l'indépendance du monde par rapport à lui, et se trouve ainsi dépossédé de sa toute-puissance, il peut adoucir sa désillusion grâce à ce que Winnicott appelle un objet transitionnel, et dont la forme la plus convenue est le doudou. On lui reconnaît des droits sur cet objet, qui n'est pas tout à fait séparé de lui, et qui fait alors le lien entre monde extérieur et intérieur. Il est un substitut à l'illusion première, et permet en quelque sorte le sevrage progressif de l'enfant. L'espace transitionnel d'abord occupé par cet objet lui survivra, et s'étendra pour devenir celui du jeu, et par l'intermédiaire du jeu, celui de la créativité et de la recherche de soi. La première étape du jeu, c'est une simulation de la puissance perdue du bébé. C'est ce qu'on appelle le trouver-créer. On présente à l'enfant un objet auparavant dissimulé, qu'il trouve et qu'il a l'illusion de produire lui-même. La condition de cette expérience est un état de confiance en la personne qui présente l'objet, et un sentiment de contrôle qui vient adoucir la dépendance dont l'enfant commence à prendre conscience. En jeu vidéo, c'est ce qui est assuré par le feedback, et c'est ce qui rend le jeu à la fois possible et plaisant. Nous mesurons avec satisfaction la fiabilité de ce lien entre l'extérieur et nous dans le jeu, et entre la machine et nous dans le jeu vidéo. L'exercice de ce lien, son élargissement et la découverte de son élasticité enrichissent les possibilités de contact avec le monde, et le champ cognitif développé ainsi par le jeu, celui qu'on appelle l'espace transitionnel, est d'après Winnicott le siège des pratiques artistiques, scientifiques et religieuses, parce qu'elles exploitent le même type de relations et d'expériences que l'activité ludique. Pikmin et Katamari offrent de toute évidence un écho particulier à cette théorie de Winnicott. Leur mise en scène est une représentation assez précise de cette jeunesse du jeu. La trame de Pikmin, simplifiée à l'excès pour s'effacer derrière ce système, ne joue que sur des thèmes élémentaires. La navigation cosmique est brutalement interrompue par un choc initial qui rompt l'unité du vaisseau. Le personnage est propulsé sur une terre dont il est dépendant et dont il ne peut se séparer. Dès lors, tout lui vient de cette terre. Des éléments dangereux aux éléments que le personnage considère comme déjà rattachés à lui et constitutifs de son identité, en passant par ceux qui feront l'intermédiaire entre ces deux types d'éléments. Olimar n'aura qu'un temps relativement court pour atteindre son état complet et ainsi s'autoriser à quitter la Terre qui le nourrissait pour reprendre sa navigation cosmique. C'est finalement un schéma très rudimentaire de fécondation, naissance, illusion, désillusion, apprentissage et sevrage que nous présente Pikmin. Nous passons de l'effet magique d'apparition des Pikmin à une maîtrise matérielle de leur reproduction. Cet apprentissage est motivé par une frustration matérialisée par les obstacles qui sont encore indépassables, et elle est tempérée par les Pikmin, objets transitionnels qui, en se multipliant, corrigent toujours notre impuissance. Le fond de Katamari est plus ambivalent. Ce que nous avons à gérer dans ce jeu, c'est la culpabilité de quelqu'un d'autre, notre père, coupable de la destruction des étoiles et de l'assombrissement du cosmos. Ce sur quoi nous travaillons, le Katamari, c'est un substitut à ce qu'il a détruit.
De l'harmonieux noyau familial, nous ne percevons que ce personnage encombrant, parce qu'en fautant, il nous oblige à mener un travail personnel qui le concerne. Sa présence est ainsi justifiée par la conjugaison de son statut et de sa faute. Il ne s'agit pas pour nous de la racheter, mais de compenser ses effets, de les dépasser, puis de les oublier. Voilà quelle forme prend notre développement personnel dans Katamari. L'aspect très vague et allusif de la trame de jeu, brouillé par l'excès de décoration qui entoure le roi, n'autorise pas de développement beaucoup plus précis. Il reste au moins clair que la seule préoccupation narrative de toute la série, c'est ce chemin, qui va de la naissance à la maturité, et ce chemin est toujours représenté par l'activité ludique. Dans Katamari, il n'y a pas d'autre altérité que cette figure, qui motive et sanctionne notre progression. En jeu, nous n'avons ni ennemi, ni rival. Nous sommes seuls face à un environnement ouvert à notre action, qui est de plus en plus disponible à mesure que nous l'absorbons. Alors que dans Pikmin, il est un obstacle nous séparant de ce que nous recherchons, l'univers de Katamari est précisément ce dont nous avons besoin, et il ne fait que s'offrir à nous avec plus ou moins de facilité. Dans les deux cas, nous le rencontrons dans un état stationnaire et équilibré, que nous troublerons nécessairement par notre intervention. Ce qui était l'équilibre n'est pour nous qu'une imperfection. La carte de Pikmin est rendue explorable lorsque les monstres sont exterminés, elle est satisfaisante lorsqu'il n'y reste plus rien. Le terrain de Katamari, de la même manière, est à la fois une réserve de plaisir, puisque chaque absorption nous rapproche de la purification du terrain, et une somme de frustration, puisque tout ce que nous ne pouvons annexer reste contre notre volonté et nous rappelle notre insuffisance. Le monde disponible, c'est un monde qui s'autorégule pour rester égal jusqu'à ce que nous nous l'appropriions ou le détruisions. La seule finalité de chaque élément qui le compose est d'être assimilé par nous, et nous ne pourrons appréhender tout élément restant que comme une cible manquée, dédaignée ou pas encore atteinte. Parce que nous sommes ainsi le centre créateur de cet univers externe répondant directement à notre besoin, et parce qu'il est le seul antagoniste que nous connaissions, nous expérimentons en jeu la même toute-puissance que le nourrisson qui doit être tyrannique parce qu'il est absolument dépendant. Nous rencontrons graduellement les frustrations qui nous feront accepter la nature extérieure de cet environnement altérité, et c'est en une gestion de ces frustrations que consistera notre apprentissage ludique. Jouer harmonieusement, jouer bien, c'est savoir reconnaître le chemin possible et mesurer correctement notre pouvoir présent. Dans Katamari, c'est en fait obéir à la configuration du terrain et ainsi renoncer à le soumettre à nos caprices. Je dois suivre un chemin graduel, calculé, reconnaître les voies tracées par l'équipe de développement et admettre que mon action n'est pas indépendante de sa volonté. Dans Pikmin, c'est d'une manière semblable s'apercevoir que chaque élément du jeu est à la fois un obstacle et un outil pour mieux affronter les obstacles suivants. Choisir l'obstacle moyen, c'est s'offrir une préparation à l'obstacle imposant. L'apprentissage de ces jeux est donc aussi celui d'une résignation pragmatique. Si ce monde est conçu pour moi, il me contraint néanmoins partiellement et je dois lui obéir. On touche ici à l'une des tensions générales du jeu vidéo. Prévoir un environnement de jeu, c'est tout à la fois offrir une liberté à la conscience joueuse et la contraindre. L'armer pour multiplier ses possibilités, c'est l'enjoindre à accepter l'arme. Ainsi, quiconque veut aller au bout du jeu, exceller, trouver la voie parfaite, sera souvent amené à restreindre absolument son action et à se priver de tout choix. Il existe rarement deux chemins différents menant à la réalisation la plus rapide ou la plus complète d'un même jeu. En ce sens, parvenir à la maîtrise extrême d'un jeu, c'est découvrir sa vérité, concevoir et interpréter une partition unique qui, mieux qu'aucune autre, ferait résonner la matière du jeu. C'est tomber absolument d'accord avec sa logique, se rendre complice de qui l'a développé, d'autant mieux lorsqu'on découvre une pratique émergente puisqu'on adopte ainsi un rôle proche du sien, et c'est finalement entrer en harmonie avec le système qui nous contraint. Pikmin et Katamari nous amènent, plutôt par l'expérience que par la narration, à appréhender et à valoriser la conciliation de deux mouvements contraires. L'un est un mouvement d'absorption, celui du sujet qui veut exercer son pouvoir et rassembler l'environnement autour de soi. L'autre est un mouvement d'acceptation, celui du sujet qui reconnaît en dehors de lui-même une altérité, qui lui accorde un pouvoir et qui s'y soumet. De leur convergence naît l'expérience harmonieuse du jeu. Et c'est uniquement grâce à la tension de ces deux axes que l'individu peut envisager un rapport entre environnement intérieur et environnement extérieur, comme la conscience envisage un rapport entre elle et l'univers de jeu.
Olimar et le prince arrivent sur Terre depuis l'espace. Sans un dérèglement accidentel, ils n'auraient jamais rencontré cet univers qui leur est étranger. Les observations qu'Olimar consigne dans son journal et les commentaires du roi du cosmos se rejoignent d'ailleurs sur ce point. Ce qu'il y a sur Terre leur paraît étrange. Cette planète est couverte de choses très diverses. Toutes sont surprenantes, leur existence comme les rapports qu'elles entretiennent n'ont rien d'évident. Pour le roi, elles ont quelque chose d'absurde et de mal assorti. C'est le point de vue qui justifie l'aspect baroque, foisonnant et moderne du jeu, dont l'esthétique repose sur l'association d'éléments dissonants et donc sur une impression d'absurdité. Le regard du roi sur la Terre, c'est aussi celui que nous portons sur l'objet Katamari et sur le jeu surprenant. Cette disposition en miroir doit nous faire envisager notre propre environnement avec un recul amusé et considérer la modernité avec un détachement nouveau. Dans Pikmin, l'observation plus scientifique menée par Olimar, même si elle convoque les mêmes traits d'humour pour inverser notre regard et étrangéifier ce qui nous semble commun, révèle plutôt une cohérence profonde de l'univers visité. On trouve dans ce jeu l'idée d'une nature harmonieuse, qui s'autorégule et qui n'a pas été trop profondément marquée par l'empreinte dangereuse de l'humain. Les objets de fabrication humaine, d'ailleurs, sont tous colonisés par les insectes ou par les plantes, qui se les sont appropriés. Les humains ont disparu sans bouleverser ce qui leur a survécu. Ici, les éléments qui constituent le jeu, loin d'être arbitrairement associés comme ils le sont dans Katamari, forment un système et fonctionnent ensemble. Nous sommes le seul objet étranger et dissonant de cet univers. Celui de Katamari, à l'inverse, élargit à la nature et au cosmos la logique, le rythme et les dérèglements du monde humain postmoderne, si bien que notre intervention, matérialisée par le Katamari, n'apparaît que comme une acmé, un nouveau degré de la confusion et de la frénésie de ce monde. L'accumulation, le désordre et l'empilement nous précédaient. Ils étaient depuis toujours la règle et la destination de l'histoire. Nous ne faisons que porter à son maximum la double énergie de la mondialisation et de la surproduction. La situation qui fait se confronter un univers fermé avec un point de vue extérieur est toujours un moyen critique. Des deux entités en présence, celle qui s'approche le plus du monde connu est généralement transformée à la rencontre de l'autre, décrédibilisée par son exemple ou remise en cause par la simple existence d'une alternative. Ici, c'est manifestement la pensée d'Olimar, marquée par la société industrielle dont il est un produit, qui est transformée d'abord par l'échec, puis par la rencontre permise par cet échec, celle de la nature et plus particulièrement des Pikmin. Pourtant, c'est cette même pensée et sa logique qui est en vérité la nôtre, celle que nous appliquerons en jeu et qui a déjà été imprimée par l'équipe de développement, qui leur permettra de se défendre et de survivre. À cet égard, il est plus compliqué qu'il n'y paraît de dégager un message univoque de ce jeu. Même si celui-ci est apparemment très critique vis-à-vis du monde post-industriel, et même si sa suite, Pikmin 2, l'est encore davantage, ils peinent à imaginer, y compris dans un environnement neuf et présenté comme naturel, une alternative à ce monde-ci et à la pensée qui l'accompagne. La nature qu'envisagent les personnes responsables de Pikmin n'est pas essentiellement différente du monde moderne que nous connaissons. Naturellement, c'est dans le rapport du personnage à la planète, bien plus que dans les éléments narratifs du jeu, qu'on pourrait lire une interprétation ou une critique des activités humaines. Ainsi, le plus souvent, mais pas toujours, l'action d'Olimar est délétère. Sa violence n'est pas très différente de celle qui est présentée comme naturelle, mais un caractère particulier peut, selon notre façon de jouer, le distinguer nettement du reste de l'environnement. Son déplacement dans toute l'ère vivable, l'annexion de la totalité des ressources disponibles et la systématisation de ses actions. Elles ne sont plus menées jusqu'à satiété comme chez les bêtes, mais bien jusqu'à épuisement de l'environnement. Ce qui dans Pikmin peut distinguer la pensée humaine du monde naturel, c'est aussi ce qui la rend critiquable. C'est très simplement une volonté de puissance. Il est significatif que ce jeu nous laisse la possibilité d'évoluer sans développer cette volonté, et que notre rapport avec l'environnement puisse s'intégrer, sans rupture, dans la continuité des rapports normaux entretenus par ses composants entre eux. En ce qui concerne Katamari, le tableau est moins lisible, puisqu'au point de vue humain rendu passif parce qu'exprimé seulement par un environnement, c'est un point de vue au moins anthropomorphe qui est opposé. L'étonnement du roi face aux pratiques humaines n'est donc pas convaincant, puisque les siennes leur sont tout à fait semblables. Ce qu'il remarque en fait, ce sont surtout des particularismes locaux. Ce n'est pas le comportement général des humains qui lui semble singulier, mais la diversité des formes que peut prendre ce même comportement. En témoigne l'inventaire des différentes manières de saluer sur Terre. C'est en fait l'inachèvement de la globalisation et le caractère encore imparfait de l'aplanissement humain qui lui pose problème.
Puisque notre objectif est de réunir la totalité dans un seul élément universel et de faire disparaître toute valeur et donc toute inégalité dans un bouleversement carnavalesque, c'est bien cette survivance de la multiplicité qui doit être pointée du doigt et désignée comme cible. Le rêve d'universalisme que le roi du cosmos formule et dont le Katamari est une image, est à la fois opposé à l'état actuel du monde, qui est encore riche de différences, et situé dans la continuité de son mouvement. La petite trame narrative de Katamari, qui suit le cheminement d'une famille vers la Lune, met encore en scène un processus de conquête et de normalisation dont le Katamari n'est qu'une réalisation extrême. C'est d'ailleurs lui qui permet finalement à cette famille d'arriver à destination. Se substituant à la fusée qui n'aurait emmené que le père, il change les règles en emportant tout le monde. De la même manière, Olimar, changé par l'expérience de jeu, prévoit de mêler sa femme et son fils à son prochain voyage. Le Katamari descendu sur Terre devient alors un moyen d'élévation en même temps qu'il permet de rassembler les humains que l'espace, l'âge, l'identité et le point de vue séparaient. Ce qui est de toute évidence une destruction du monde connu est approché ici comme la création d'un monde autre qui ignorerait la différence. Il s'agit d'un carnaval. En fait, si cette apocalypse peut être vécue comme un événement heureux, c'est parce qu'elle n'est que le déplacement de toute chose, du monde réel vers le monde de jeu. Il est soustrait à son cours normal, sa logique et son organisation sont oubliées, et tous ces éléments sont reconfigurés pour rejoindre la masse sans but ni objet qui ne s'avance que vers le fun. Il n'y a que cette inconséquence du jeu, cette joie absurde éloignée de toute préoccupation non immédiate qui puisse ainsi tout balayer, annuler les sujets d'angoisse et de sérieux en les confondant indifféremment dans un grand tout dont le contenu ne compte pas. Le moyen capable de résoudre ce monde trop complexe pour être dénoué, c'est donc de l'aborder extérieurement, par le jeu, pour que depuis un point de vue ludique, l'importance de toute chose nous échappe et qu'ainsi la destruction puisse passer pour entièrement bonne et constituer une fête. Ici, ce que nous fabriquons à partir de la matière diverse, en la transformant par le jeu, c'est la lumière et l'embellissement du monde, les étoiles. Ce n'est qu'une image parmi d'autres de la transformation que permet la pratique ludique. Ce qu'elle souligne, c'est qu'étant une réinstanciation transformée et une interprétation du monde vécu, le jeu, vidéo ou non, relève aussi de la pratique artistique. Ce déplacement du monde connu dans un autre espace et dans d'autres règles peut ici rester soumis aux contraintes du temps ou produire ses propres contraintes temporelles. Comme dans Pikmin, où nos jours sont comptés et chronométrés, nous jouons avant tout contre la montre. Elle est dans Katamari notre seul ennemi et dépend entièrement de la volonté autoritaire du roi du cosmos, contrairement aux journées de Pikmin qui sont présentées comme naturelles. On a donc affaire dans un cas à la reproduction mimétique de contraintes réelles à l'intérieur du jeu, et dans l'autre à une invention plus visible, moins camouflée, des règles qui doivent permettre de jouer. Ce sont deux façons de présenter la démarche ludique. Elle peut être contrainte parce qu'elle reproduit en partie le réel, ou parce que justement, elle s'invente contre lui, indépendamment de la marche du monde. D'autres jeux, qui n'incluent aucun décompte du temps et semblent l'ignorer totalement, se règlent en fait sur l'horloge de la personne qui joue, et sur la perception qu'elle aura elle-même du temps marqué par ses actions. C'est une autre manière de situer l'aire de jeu. Elle peut évoluer de façon autonome en tant que monde autre. Elle peut évoluer parallèlement au monde connu dont elle est une variation. Elle peut intervenir sur lui pour lui appliquer ses propres règles et ainsi le modifier. Katamari est un exemple parfait de ce type de jeu, qui fait intrusion dans l'environnement quotidien pour le sacrifier sur l'autel de la joie. Le temps contraint, dans ces œuvres qui rejouent le passage à l'âge adulte, c'est aussi le temps court de l'enfance. Perçu avec nostalgie, comme un souvenir, par Olimar ou par le roi du cosmos, il est présenté dans ces jeux comme quelque chose qui s'en va, qui a une fin. Ainsi, il est assimilé à ce temps contracté, à cette frustration que cause le découpage du jeu en petites durées. En ce sens, lorsque l'urgence du minuteur nous force à pousser notre Katamari ou à faire des allées et venues autour de notre vaisseau, nous fuyons spatialement face à une offensive inesquivable qui est celle du temps. La frénésie du Katamari n'est ainsi qu'une perte de contrôle, une lutte absurde face à quelque chose de trop fort pour nous. Nous nous débattons absurdement puisque le jeu va forcément finir, et nous ne pouvons pas prolonger interminablement notre régression. Le dernier niveau de Wheel of Katamari est à ce titre un fabuleux pied de nez.
Nous retirant le chrono, on nous retire le jeu pour ne laisser que la tentative de régression, qui peut se poursuivre sans limite. On peut profiter d'une reproduction en trompe-l'œil du jeu de l'enfance, auquel il manque son enjeu. Même si l'on envoie un personnage solitaire à travers l'espace dans l'environnement le plus lointain et le plus étranger possible, même si l'on veut poser ainsi les conditions de l'aventure la plus absolue, on lui impose souvent un ancrage familial extérieur. Dans ces deux jeux, il est central. Olimar n'a de pensée que pour la famille qu'il voudrait retrouver, et les découvertes nouvelles qu'il croit faire lui évoquent toujours cet environnement qu'il reconstitue pour nous. Nous ne le connaissons qu'à travers ce genre d'analogie. Nous le connaissons comme un espace à la fois semblable et dissemblable à celui du jeu. Le prince, lui, retrouve au milieu des étrangetés terrestres ses cousins, des êtres pareils à lui qui s'y dissimulent et qui l'y ont précédé. C'est de la même manière un peu de lui-même qu'il reconnaît et qu'il retrouve dans ce merdier si lointain. Ce prince, d'ailleurs, on ne sait pas d'où il vient ni comment il s'est présenté là. L'environnement familial royal n'existe qu'en tant qu'image, il ne fait que passer sous nos yeux. Et comme nous l'avons vu, le prince ne peut plus se confronter qu'au roi. Voilà donc la manière dont nous abordons l'environnement de jeu. Apparemment étranger, il est analysé par comparaison avec un environnement intime bien moins connu que lui, et il porte en lui les indices permettant de reconstituer partiellement ce second espace. Imitant notre personnage, nous devons établir un dialogue entre le monde connu, vécu, que nous avons en mémoire et qui nous est devenu personnel, et le monde qui nous est accessible par le jeu. Nous l'avions déjà évoqué, la rencontre d'un environnement et d'un personnage étranger offre, grâce à cette mise en dialogue nécessaire, l'occasion d'un commentaire sur le monde sensible et sur sa perception. Créer pour le personnage un passé inaccessible à la conscience joueuse, c'est un moyen simple d'encourager l'effort de dialogisation qui pour elle doit devenir naturel. Beaucoup de jeux s'en passent, postulant que ce guide n'est pas nécessaire. Pikmin et Katamari s'en servent pour nourrir leur approche réflexive du jeu. La mise en scène du phénomène transitionnel trouve ici un écho dans la tension entre intimité et distance, entre étrangeté et familiarité. Dans Pikmin, on ne voyage pas dans l'espace pour aller à la rencontre d'une altérité radicale, mais au contraire pour s'éloigner de toute altérité et se trouver seul avec soi-même, revivre à loisir l'espace intime de l'enfance et oublier qu'il puisse en exister d'autres. Dans Katamari, ce qui pour le prince représente l'altérité n'est pour nous qu'une série de réminiscences causées par la rencontre d'objets connus et de paysages trop communs. Le jeu, pratique culturelle qui doit en apparence nous éloigner des pratiques quotidiennes et nous faire abandonner les rapports normaux qui régissent notre existence, en est en fait une réinstanciation mimétique. Le jeu est réflexif. Il nous ramène vers nous-mêmes et vers la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Il est, comme le voyage dans l'espace, un faux déplacement et une expérience vraie. L'immensité de l'espace possible, dans Pikmin comme dans Katamari, n'empêche pas qu'on ne puisse accéder qu'à un espace à notre mesure, c'est-à-dire à un espace minuscule. C'est d'ailleurs notre petitesse qui nous paralyse, nous fait obstacle et nous enferme. Le fait que l'infini nous soit offert n'implique pas que nous ayons la possibilité de nous en saisir. Comme dans FTL, nous ne faisons avec Pikmin l'expérience de cette immensité qu'à travers l'échelle spatiale qui est la nôtre et qui nous suit. Dans Katamari, nous n'avons pas ce repère, et l'échelle à laquelle nous évoluons est toujours changeante. Notre action est de moins en moins contrôlée, les retours sont de moins en moins vifs, et notre gigantisme devient monstruosité quand nous perdons de vue le prince qui est encore supposé déplacer le Katamari. Petit à petit, en agrégeant ces éléments extérieurs et en déplaçant notre échelle d'action, nous sommes devenus autres, étrangers à nous-mêmes. Le petit espace, en fait, était comme pour beaucoup de jeux celui de l'évolution possible, un espace originel tendu vers un ailleurs plus grand. Il serait donc aussi celui des choix. Étant encore indéterminés, nous devions suivre l'une des voies qui pouvait définir la forme de notre croissance. L'environnement de jeu, quel qu'il soit, est de toute façon tendu vers un ailleurs, vers une transformation. Qu'il existe pour entraîner la nôtre, qu'il existe déjà comme transformation d'un univers préexistant, ou qu'il existe avant tout par son imperfection et par la nécessaire évolution qu'il appelle, il ne peut qu'être situé dans un temps et comparé à d'autres états que le temps seul permet d'envisager. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou.
E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo tudo, todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora pulam ali, saltam aqui, comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Que alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Porém que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora pulam ali, saltam aqui, comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Que alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. De Pikmin à Pikmin 2, du premier Katamari au suivant, nous passons d'une quête rendue légitime par une situation initiale bouleversée à une quête simplement fondée sur l'expansion et sur l'amélioration de notre situation de début de jeu. Sur Terre, le capitaine Olimar ne fait que retrouver ce qui était à lui, et peut même s'en aller sans avoir tout récupéré. Il ne veut que retrouver ses possibilités. Sur Terre, le prince de Katamari se contente de fabriquer de nouvelles étoiles pour remplacer celles qui ont disparu. Nous devons donc simplement retourner à l'état de complétion qui faisait l'équilibre et la perfection non jouable du monde. Pikmin 2 rend notre démarche beaucoup moins sympathique, en lui donnant cette fois l'apparence d'une colonisation motivée par des intérêts économiques. Nous venons nous approprier les ressources d'une planète étrangère pour combler une dette contractée par quelqu'un d'autre en notre absence. Ce choix va de pair avec le remplacement d'Olimar par un personnage détestable et avec la révélation, à la tête de notre voyage, d'une volonté plus détestable encore, celle du boss ridicule lui-même dominé par les contingences matérielles. Enfin, avec We Love Katamari, nous ne faisons qu'obéir aux volontés et aux caprices des terriens qui réclament tous leur Katamari. D'un jeu à l'autre, donc, notre action est identique, mais n'a pas le même sens. Nous constatons donc que le but, comme l'habillage scénaristique, n'influe aucunement sur la mécanique, mais surtout nous comprenons que cette mécanique portait déjà en elle-même la possibilité de ce débordement. De la recherche de complétion à l'accumulation sans limite, on ne traverse aucune frontière. Ces quêtes ne sont que 2 degrés de la même démarche. L'appropriation, le rassemblement de toutes choses autour et à l'intérieur de soi-même. C'est ce qui cause ce cauchemar raconté par Olimar dans son journal, où les Pikmin changés en son plat préféré lui causent un étouffement parce qu'il en avale trop. Lui-même remarque donc la continuité qui existe entre sa survie et l'accumulation morbide, entre sa gloutonnerie régressive et sa volonté de contrôler les Pikmin. Cette invention d'un besoin, qui nous fait désirer les éléments présentés par le jeu, elle est un moyen de leur donner de la valeur, et ainsi de rendre jouable l'environnement disponible où ces éléments existent. Beaucoup de jeux reposent, comme Pikmin 2, sur une mécanique d'endettement, qui doit motiver cette valorisation des objets disponibles. Animal Crossing, par exemple, ne nous fait accepter la répétition des tâches et la monotonie du monde qu'en chargeant toute chose d'une valeur,
et en mettant cette valeur en rapport avec celle de notre dette. En entrant en jeu, nous créons une valeur négative, un besoin que nous devons combler par l'activité. Cette valeur est quantifiée et rendue visible dans Animal Crossing, mais elle est une condition difficilement évitable du jeu. Parce que la pratique ludique ne crée le plus souvent pas de richesse comme le ferait un travail, et parce qu'on n'y attribue pas une valeur externe comme un salaire ou une récompense, il faut que la valeur de notre activité de jeu soit interne, même si elle n'est pas quantifiée visiblement sous forme d'XP ou d'argent fictif. La destination de cette valeur positive que notre activité génère est toujours de combler une valeur négative, celle qui est représentée par la dette d'Animal Crossing et de Pikmin 2. Il s'agit de notre attente, de la disponibilité ludique qui nous amène vers le jeu, et dont une certaine quantité, définie ou non, peut être échangée grâce au jeu contre une diversité plus ou moins importante d'expériences. Ainsi, ce qui nous fait rechercher l'objet rare, le combat à grosse XP ou le parcours le plus optimisé, c'est comme une négociation par laquelle on veut obtenir, en échange d'instants de vie que l'on offre au jeu, une valeur d'expérience plus élevée. Ce n'est pas parce que le jeu ne produit rien qu'on accepte d'y perdre du temps. Au contraire, en apprenant à jouer vite et bien, et donc en se rendant capable de faire plus de chemin en une même heure de jeu, on veut voir augmenter la valeur de notre temps. On ne le tue pas, on le soigne. Reprenant toute la journée les mêmes niveaux chronométrés de Katamari, on ne fait que prendre conscience de ce que peuvent valoir 25 minutes, et de tout ce qu'on peut y faire tenir si on reste attentif à chaque portion de seconde. Cette dynamique est ambivalente. D'un côté, la valeur que l'on accorde au temps de jeu est intrinsèque. Ce temps vaut pour lui-même et pour rien d'autre. On apprend à multiplier des minutes d'attention soutenue qui ne produisent rien, et l'on fait ainsi sortir notre énergie et notre conscience du circuit de la productivité. De l'autre, il faut admettre qu'on intègre très profondément par cette voie des logiques et des réflexes qui appartiennent bien au monde productiviste. Si l'on a de bonnes raisons d'imaginer que le jeu mimétique n'existe chez les animaux que pour leur apprendre des comportements qui leur seront nécessaires en dehors du jeu, on doit alors se demander si cette recherche d'optimisation apprise dans le jeu vidéo n'a pas, elle aussi, fonction d'apprentissage, et ne nous prépare pas aux horreurs du travail aliénant. Il ne s'agit pas de croire que les jeux sont pensés pour nous abêtir ou pour nous soumettre, mais d'accepter qu'ils puissent dépendre d'une vision du jeu et du plaisir qui s'est développée concomitamment avec une vision du travail et de la valeur dont on sait qu'elle est délétère. L'important serait de prendre en considération cet aspect du plaisir ludique pour mieux mettre en valeur l'autre aspect, à savoir le détournement d'une partie de notre énergie en dehors des voies du travail. C'est ce qui est déjà fait, notamment dans Animal Crossing, où nous finissons par accorder plus d'importance aux activités frivoles qu'à l'accumulation, mais aussi et surtout dans le monde du jeu indépendant, dont l'un des grands enjeux est depuis longtemps déjà une valorisation autre du temps et de l'expérience. Mais la consommation de jeux indépendants ne suffit pas à nous sauver. Eux-mêmes peuvent être engloutis à la chaîne, dans une optique de multiplication de l'expérience, pour être immédiatement notés sur Sens Critique et passer de notre liste d'envie à notre liste poubelle d'expériences considérées comme déjà vécues. En jeu, au départ, notre volonté d'accumulation s'adosse souvent à l'idée d'un besoin, voire à celle de la survie. Nous avons vu que de Pikmin à Pikmin 2, le strict besoin se changeait en volonté d'exploitation, mais que d'une étape à l'autre, nous ne faisions en gros que la même chose. De fait, beaucoup de jeux dans lesquels notre objectif est de toute évidence une accumulation illimitée de ressources commencent par nous demander de survivre, et font progressivement dépendre notre survie de l'anéantissement des formes de vie ou d'organisations concurrentes. Là encore, aucune frontière ne sépare ces deux attitudes du jeu vis-à-vis de son environnement. Simplement, le modèle de survie qui nous est proposé dès le départ comme inévitable n'admet pas que nous puissions survivre sans croître, ni que nous puissions croître sans que nos besoins, à leur tour, se multiplient pour complexifier le jeu. Un jeu réussi est ainsi conçu. Chaque progression est aussi pour nous une complication et doit forcer chez nous de nouveaux types de comportements. Ainsi, le jeu est parfaitement adapté à la reproduction et à la représentation du modèle de croissance industrielle. Qu'il accompagne ou non cette reproduction d'un propos critique, il ne fonctionne souvent que selon les mêmes règles que son modèle, c'est-à-dire une série de croyances. En une loi naturelle de survie du plus fort, en une loi naturelle de complexification des êtres, en une loi naturelle du progrès, en une loi naturelle de dilution du risque, en une loi naturelle d'équilibre par l'offre et la demande, en une loi naturelle d'autorégulation des marchés, et surtout en une primauté formidable des lois dites naturelles. En fait, une seule règle adoptée presque unanimement a suffi à rendre incontournable ce modèle-là dans les jeux comme Pikmin où l'on peut parler de survie, c'est-à-dire les jeux qui confrontent un ou plusieurs êtres à un environnement sans but où il est possible de perdre. Cette règle,
c'est la focalisation fixe. Nous avons pour habitude de contrôler au fil du jeu un unique organisme, personnage ou groupe constant de personnages. Si nous changeons de point de vue, c'est souvent que l'histoire est terminée en ce qui concerne le premier personnage. Nous en commençons alors une nouvelle. Dans ces conditions, le jeu ne peut se complexifier que si le pouvoir et les possibilités de notre personnage se multiplient. C'est ainsi que nous peinons à dépasser le simple modèle de la loi du plus fort. Mais des possibilités existent, qui nous font expérimenter autre chose que cette focalisation fixe. Soit le jeu consiste en une répétition de la même histoire, du même temps, et nous permet à chaque reprise de contrôler un personnage, identique ou non au précédent, mais nécessairement dissocié d'eux, qui devra tenir compte de leurs actions. Ainsi, chaque reprise est plus complexe et ouvre de nouvelles possibilités, sans qu'aucun des personnages n'ait nécessairement vu son pouvoir évoluer. C'est ce que proposent certains niveaux de Braid. Soit le jeu permet, en temps réel, une circulation de notre contrôle. Nous devons gérer l'activité de plusieurs personnages dans un temps linéaire et n'avons normalement pas intérêt à ce que l'un écrase l'autre. C'est ce que propose la série Pikmin, où chaque épisode permet de contrôler un personnage supplémentaire, apportant ainsi un nouveau degré de complexité en même temps qu'il multiplie nos possibilités. Enfin, nous pouvons assurer non plus le contrôle des personnages mais celui de l'environnement, du dieu, de la main invisible qui doit leur permettre de prospérer. Ce qui différencie un God Game d'un SimCity, c'est simplement cette question de focalisation. Nous n'avons dans SimCity qu'un contrôle de la ville. Même si, à la manière d'un corps humain, elle est trop complexe pour être entièrement maîtrisable, nous sommes la ville et rien d'autre. Sous notre contrôle, elle peut, selon ses propres possibilités et son propre mode de fonctionnement, agir sur l'environnement, en abaissant ou surélevant par exemple le terrain au bulldozer, ce qui nous coûtera de l'argent. Dans Doshin ou dans From Dust, nous agissons au contraire sur l'environnement sans intermédiaire, mais jamais directement sur le comportement des personnages ou sur l'évolution de leur communauté. Dans ce cas de figure, on ne recherche généralement pas une expansion totale. Le jeu s'arrête lorsque les villages ont atteint un niveau de développement suffisant pour prospérer. Ainsi, lorsque la focalisation n'est pas fixée sur un personnage ou sur un groupe uniforme de personnages, nous pouvons envisager de les faire simplement survivre, sans que ce mot prenne le sens d'une accumulation sans fin de ressources et de complications. Les objets que nous amassons dans Katamari et dans Pikmin 2 sont privés de toute fonction. Ils renvoient à des objets réels et connus largement, mais ils sont envisagés en dehors de l'usage qui leur est couramment attribué. Leur valeur est recalculée indépendamment de la valeur réelle des objets de même type, et ils ne gardent en fait qu'une valeur de signe. Ils sont des signes dont le sens varie, puisque les personnages du jeu en font une interprétation dont nous savons qu'elle est fantaisiste, et souvent, ce décalage doit faire rire. Pour nous, ils conservent à peu près, en tant que signes, leur valeur habituelle. Ils sont des objets de consommation, et en tant que tels, ils n'ont jamais eu d'après Baudrillard que cette valeur de signe, qui dépend à la fois de la personne qui les possède et de l'usage qu'elle en fait. Ici, abandonnés et séparés de tout usage, ils existent comme des signes vierges, des images dont la valeur n'est qu'en nous. Ils suscitent des souvenirs et évoquent d'autres exemplaires identiques et réels d'objets que nous resituons dans notre environnement connu. Ils soulignent la nature signifiante de ces objets du passé que nous voulions jusqu'ici considérer selon leur usage et qui sont transformés ici en images. Les associations décalées par lesquelles la machine de Pikmin 2 espère expliquer ces objets et les usages non cohérents et détournés qu'en font les humains et les créatures de Katamari ont la même fonction, jouer avec leurs valeurs signifiantes, la faire varier. Surtout, ces jeux font entrer la production, la multiplication et l'usage de ces objets dans le domaine de l'absurde. Ce faisant, ils annulent tout ce qui déterminait apparemment ces objets pour ne leur laisser que cette valeur d'image. Il y a derrière cette multiplication des objets non fonctionnels une réflexion sur la pop culture et sur tout ce qui est largement partagé. Si cet objet mystérieux perdu dans une grotte a pour nous un sens, c'est parce que contrairement aux personnages de Pikmin 2, nous appartenons à la culture qui les a produits. Nous avons rencontré ces objets, possédés par nous-mêmes ou par d'autres, nous les avons rencontrés tels qu'ils étaient présentés pour être vendus. Ils ont déjà pour nous une multitude de significations et sont liés à des expériences. Rencontrés dans un monde désert, ils nous rappellent cet environnement dont nous dépendons et le langage de signes dont lui-même dépend. Dans Katamari, chaque modèle d'objet est multiplié. On en trouve des séries rassemblées ou éparses, souvent couronnées par une version unique de l'objet reproductible. Avec ces groupes homogènes, Katamari questionne évidemment la possibilité d'une singularité.
On ne peut distinguer un élément de ses semblables que selon son emplacement dans l'espace et sa place dans la série. Il est apparemment identique, mais pas tout à fait indistinct. Par extension, puisque nous nous construisons nous-mêmes par le moyen d'objets qui, culturels ou non, sont reproductibles, pouvons-nous envisager notre identité en dehors de cette notion de reproductibilité ? Une grande part de notre expérience est conditionnée par des objets qui sont partagés, qui n'ont pas comme l'objet artisanal une valeur essentiellement singulière. Nous présenter en jeu quelques-uns de ces objets qui forment le tronc commun de nos expériences personnelles, c'est nous rappeler que la partie unique que nous jouons n'existe pas à l'intérieur du jeu. Elle n'a pas été codée. Elle s'est singularisée tout en se conformant à la formule unique commune à chaque personne joueuse. De même qu'au sein de la série d'objets identiques, un seul se distingue, nous n'envisageons en jeu que notre expérience personnelle et ne pourrions que supposer la somme des expériences autres qui se confondent pour nous en une série imaginaire. Dans le Katamari, la masse écrase et annule les objets. Chacun, devenant un exemplaire de la série des objets absorbés, continue d'abord d'exister matériellement. Sa forme et sa masse influent sur le mouvement de l'ensemble. Puis il disparaît progressivement pour n'être plus qu'une participation aux chiffres. Il existe alors comme une valeur, un diamètre, relative à l'ensemble. Toute série implique une pareille occultation des caractères singuliers qui empêcherait sa cohérence. Ici, le facteur commun qui rassemble les éléments de la série est arbitraire. Nous les choisissons. Une seule condition existe, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que l'unité soit plus petite que l'ensemble. L'écrasement et la disparition des objets est donc le seul caractère de cette série, puisque la seule valeur qu'elle n'annule pas est la taille, et puisqu'elle n'admet que des éléments dont la taille est négligeable. Le Katamari, nous le savons maintenant, signifie la réduction de l'élément à rien et la prépondérance absolue du tout. Chez les Pikmin, à l'inverse, chaque créature reste distincte. Il arrive même que tout le groupe doive s'arrêter pour attendre l'une d'entre elles qui a fait un faux pas. L'un des grands motifs de Pikmin, c'est la force du nombre. Là où un insecte est impuissant, il faut 10 insectes. Pourtant, le nombre seul ne suffit pas toujours. Il y a plusieurs profils de Pikmin, tous nécessaires. Il y a plusieurs stades d'évolution des Pikmin, qui ne sont pas atteints uniformément par tout le groupe. Il existe des objets qu'un Pikmin seul peut porter avec lui et qui impliqueront qu'on ne le mélange pas aux autres. Dans la masse des Pikmin, on distingue ainsi plusieurs groupes, et tous sont établis selon des caractères différents. Ils dépendent de la valeur particulière des Pikmin. Ainsi, non seulement chaque Pikmin continue d'exister au sein de l'ensemble, mais encore il n'y a que là qu'il puisse manifester ses qualités propres. La série, telle que la conçoit ce jeu, est ainsi partiellement opposée à celle qu'imagine Katamari. Elle dépend exclusivement des caractères communs aux unités et constitue une affirmation de ces caractères à laquelle un individu ne suffirait pas. Néanmoins, elle est là encore une négation de tout ce qui ne permet pas de regrouper pragmatiquement les éléments selon leur utilité. Au sein d'un même groupe, tous sont identiques. Nous voulons en avoir beaucoup, mais nous n'en cherchons aucun en particulier. Ainsi donc, l'accumulation, qui n'est envisageable que selon une focalisation fixe, est le moyen permettant de réduire la pluralité à une série uniforme. En jeu, parce que nous accumulons, nous pouvons nous imposer comme une conscience unique et sans équivalent, annulant la spécificité des éléments non vivants dont nous prenons possession. Le point de départ de cette accumulation, c'est l'identité souveraine. Sa destination, c'est l'anéantissement des identités particulières au profit d'une seule. C'est pourquoi lorsque nous nous intégrons nous-mêmes à la série des consciences joueuses, il nous faut garder toujours en tête cette possibilité aliénante de la sérialisation. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o campo deixou de cumprir. Faz tempo que a gente
gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia pulada, não quer mais rodar meu sonho. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta, mas diz que chega a roda, vive e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas deixe chegar a roda, vive e carrega a saudade pra lá. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, do meu coração. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, do meu coração. On a déjà noté que dans Pikmin ou Katamari, la destruction ou l'appropriation n'était qu'une étape qui menait vers un objectif à plus long terme, la connaissance. Ce qui est pris ou détruit pourra revenir à sa place dès la prochaine partie, mais pour nous, l'information reste enregistrée. On fait la collection, la liste des objets rencontrés, et donc des expériences vécues à l'intérieur du jeu. On ne l'a terminée réellement que lorsqu'on sait que cette liste est complète, que toutes les expériences sont épuisées, et que chaque chose a pour nous un nom. Il y aurait donc une expérience et une connaissance objective du jeu, puisque ces choses n'ont qu'un seul nom, le même pour chaque joueur. Elles ne nous le disent jamais elles-mêmes, mais il nous est donné par l'expérience comme une évidence et comme s'il leur était essentiel. C'est du moins le cas dans Katamari, où comme tout le reste, la connaissance est absolue, nous vient d'en haut, sans nous être expliquée et sans que le jeu s'embarrasse de nous dire par quelle voie. Dans Pikmin, nous savons au contraire que c'est Olimar qui nomme les choses, et nous savons qu'il le fait mal, ou du moins que les noms qu'il choisit ne valent que pour nous, qui suivons son regard, mais qu'ils n'ont pas valeur d'absolu et rendent plutôt compte d'une certaine perception du monde que d'une essence qui serait dans la chose décrite. Toutefois, c'est toujours sous ce nom qu'il consigne et catégorise les observations qu'il fait sur le terrain, et c'est sous ce nom que seront confondues dans l'encyclopédie plusieurs créatures que nous rencontrerons à des endroits différents. C'est évidemment un enjeu de pouvoir énorme. Le fait qu'un animal n'ait pas d'autre nom que celui qu'on lui donne, et qu'il ne soit défini que selon nos termes, implique ici qu'il n'existe que d'après nous, et selon l'usage que l'on peut faire de lui. Il n'y a pas dans Pikmin d'altérité, de présence qui soit située sur le même plan que nous. Les créatures de la planète visitée nous sont subordonnées à partir du moment où nous prenons la liberté de les nommer, comme Robinson renommant Vendredi. C'est ici d'une cohérence sans faille, puisqu'Olimar est le seul personnage jouable. Il n'y a que derrière lui que s'active une conscience présente, la nôtre. Les insectes de cet environnement ne sont effectivement pas conscients. Mais il n'est pas anodin que le jeu se serve, pour justifier et annoncer ce déséquilibre, d'un moyen qui a été et reste encore celui de toutes les oppressions, parce qu'il est le plus retors des outils de pouvoir. En jeu, il a cette fonction de démarcation entre ceux qui a une volonté et ceux qui n'en a pas, entre ceux qui peut être comparé à nous et ceux qui fait partie du décor. En fait, de la même façon que Wolfenstein habillait nos cibles en nazis pour rendre acceptable leur massacre, Pikmin justifie l'attaque des insectes par un procédé d'étiquetage. Mais il n'est pas nécessaire de désigner les insectes comme des nazis. Il suffit de pouvoir les désigner, et par là de les priver de conscience, tout en valorisant celle d'Olimar. Parce qu'il nomme, on sait que l'on perçoit le jeu par lui.
Cette identification du point de vue qui sera superposé à celui de la conscience joueuse, et sa situation par rapport aux éventuels autres points de vue portés sur le même environnement, est évidemment une étape cruciale de la mise en place d'un jeu. La manière dont se réalise cette superposition est l'une des spécificités du médium. Ici comme en littérature, on peut considérer les paroles et les actes du personnage sur lequel se fixe visuellement et narrativement la focalisation, mais supposément, c'est nous qui sommes à l'intérieur de cette figure. Il est donc exclu de nous décrire ce qui peut se produire en elle ou quelle peut être sa connaissance de la situation. Au mieux, nous percevons le discours qu'elle s'adresse à elle-même. Nous l'entendons parce qu'elle entend. En fait, dans ce modèle de jeu où nous incarnons un personnage, la focalisation est presque toujours interne, c'est-à-dire que les informations qui nous parviennent sont exactement celles auxquelles le personnage a lui-même accès. L'idée de voir à travers lui, sans voir à l'intérieur de lui, ne nous éloigne cependant pas du tout de la narrato telle qu'on l'applique à la littérature. Là où le jeu vidéo devient vraiment particulier, c'est lorsque ce mode de focalisation interne, associé d'une part à l'image et d'autre part à l'immédiateté de l'action, peut nous dispenser à la fois d'un narrateur et d'une instance qui organiserait comme au cinéma le montage ou la position de la caméra. Il n'y a pas de montage, et la caméra, nous la contrôlons nous-mêmes. Et même si le premier Pikmin et Katamari n'adoptent pas la vue subjective, ils suivent toujours précisément un seul et même personnage dont on ne peut pas s'éloigner. Notre accès aux événements mis en scène est ainsi limité exactement au champ perceptif de ce personnage, mais en contrepartie, il est immédiat, bien plus que dans toute autre forme narrative. Le personnage n'a pas à nous la transmettre, nous y accédons comme lui. Cette double nature de notre information, limitée et immédiate, pose nécessairement de façon très nette le problème du point de vue. Notre expérience directe nous donne à penser que nous n'accédons pas à une narration qui serait médiatisée et donc altérée, mais plutôt à une forme de réalité. Nous voyons directement ce qui advient dans l'environnement de jeu. La narration vidéoludique pourrait donc être purement mimétique, une image, sans récit. Toutefois, plus encore que par la voix d'un narrateur, l'information à laquelle nous accédons est marquée par notre point de vue situé, et nous ne pouvons l'ignorer. Nous savons qu'Olimar n'a qu'une compréhension particulière du monde qu'il visite, et que le prince n'a aucune compréhension des événements terrestres, parce que ce que nous savons qu'il voit n'est ni une quantité ni une qualité suffisante d'information. Nous le savons surtout parce que ces jeux se concentrent sur un univers qui nous est connu, et que nous avons pu percevoir en dehors du jeu. Nous les montrer sous cet angle restreint, c'est souligner l'importance du point de vue. Grâce aux travaux scientifiques féministes dont a émergé la théorie du point de vue situé dans les années 70, il n'est plus possible aujourd'hui d'ignorer que le point de vue neutre, naturel ou absolument scientifique n'existe pas. On sait que tout savoir est nécessairement situé, et donc qu'il ne saurait s'appliquer au champ qu'il ignore ou qu'il occulte. Il ne peut prétendre ni à l'objectivité, ni à l'absolu. Le jeu vidéo, parce qu'il propose une expérience directe et donc l'illusion d'un savoir, tout en révélant toujours la nature et l'ampleur de cette illusion, devrait être une démonstration systématique de ce principe. On peut considérer un jeu vidéo comme la mise en dialogue asymétrique de deux points de vue, dont l'un a été par avance contraint et partiellement anticipé par l'autre. Entre la conscience qui a développé le jeu et la conscience qui le découvre, il n'y a apparemment qu'une communication à sens unique. L'environnement construit transmet plus ou moins vite et plus ou moins correctement des informations à la personne qui joue. Ce qui conditionne cette asymétrie, c'est sans surprise le décalage temporel qui sépare le moment de conception du moment de jeu. Ainsi, tout le travail de l'équipe de développement consiste en une anticipation du dialogue ludique. Elle doit prévoir les réponses que l'on apportera aux affirmations, murs, gouffres, personnages, ou aux questions, obstacles, coffres fermés, portes, du jeu, puis leur trouver une place à l'intérieur de la structure, ou les exclure tout à fait pour la protéger de ce qui pourrait la mettre en échec. Le jeu est comme un robot parlant qui communiquerait spatialement plutôt que verbalement. Seulement, l'anticipation n'est jamais suffisante. Il se peut que le jeu ne fonctionne pas, parce que nos réactions ne peuvent s'y intégrer, mais il est également possible qu'elles y trouvent une place imprévue, et que le dialogue s'écarte efficacement des bornes imaginées par la conscience développeuse. Il se peut même que, comme Portal 2, le jeu repose entièrement sur notre volonté d'outrepasser ses limites et de se montrer plus créatif que la conscience qui nous enferme. Ce qu'on appelle le gameplay émergent, c'est-à-dire toutes ces actions auxquelles le jeu peut répondre, et qui fonctionnent sans avoir été anticipées au moment de sa conception, est un débordement du point de vue joueur par rapport au cadre qui lui était accordé. Les studios sont généralement très attentifs à ce genre de phénomènes, qui sont une reprise du dialogue que le temps avait apparemment empêché. Pour en revenir au jeu qui nous intéresse,
on doit remarquer que Katamari n'est pas autre chose qu'un rêve de gameplay émergent. Tout objet visible, quelle que soit sa taille, je pourrais me l'approprier bientôt. Il n'y a pas un obstacle que je ne pourrais franchir, et j'irai jusqu'à atteindre ce qui devait se tenir hors des limites du domaine jouable. Dans ces conditions, nous pouvons oublier tout à fait la conscience développeuse, pour imaginer que nous sommes seuls en ce monde sur lequel nous régnons. Dès lors, cette conscience doit se rappeler à nous, et nous faire reconnaître les conditions du dialogue auquel nous continuons de participer. Dans Katamari, ces rappels seront des trajectoires trop évidentes vers lesquelles le roi nous oriente, des blagues déclenchées par une liberté qu'on croyait avoir prise au nez et à la barbe des développeurs, ou encore des mises en scène disposées dans des endroits à peine accessibles. Toujours, ces clins d'œil visent à nous rappeler que nous passons ici après quelqu'un d'autre, et que toutes nos actions ont été pensées avant que nous ne les imaginions. Ce sont des prises d'autorité qui viennent compenser l'illusion de pouvoir que nous donne ce jeu particulier. Pikmin est plus subtil. Dans le premier opus, nous l'avons vu, il n'y a pas de trace de conscience. Nous pouvons entretenir l'illusion de notre solitude. Olimar, d'ailleurs, s'interroge parfois sur la commodité du système des oignons. Il lui semble bien pratique que les Pikmin correspondent exactement à ses besoins et lui soient si utiles. Nous pouvons évidemment voir ici un indice rappelant la nature du jeu. Mais ces quelques rares remarques ne perturbent pas le sentiment de solitude que nous donne la Robinsonade d'Olimar. C'est dans les épisodes suivants qu'un changement de personnage nous permet de passer après quelqu'un d'autre, de découvrir les traces d'une conscience qui nous précédait, et ainsi de nous souvenir que notre chemin a pu être anticipé et n'est pas inventé par nous. Nous revivons alors la même désillusion que le jeune enfant découvrant les limites de sa singularité. Parmi les traces que laissent les consciences développeuses dans notre univers de solitude, on en trouve qui relèvent du discours. Certaines, nous l'avons vu, ne sont ni formulées ni réfléchies, et ne sont en fait que le relais infradiscursif d'une opinion. La présentation par Pikmin de la loi du plus fort comme naturelle, c'est bien une affirmation idéologique, mais elle n'est vraisemblablement motivée que par une croyance trop forte ou par un manque d'imagination. D'autres, qu'elles soient formulées directement par une voix ou simplement soulignées par la tournure des événements, sont manifestement des commentaires adressés par la conscience développeuse à la conscience joueuse. Olimar, par exemple, peut se montrer critique à l'égard de sa place dans la société de sa planète, ce qui nous invite à remarquer les moments où il ne l'est pas assez. Il se peut aussi que le système économique du jeu, dans Pikmin 2 comme dans Animal Crossing, nous paraisse injuste et révèle une discrète satire. Dans ce type de jeu, la satire n'empêche généralement pas que l'on se jette à bras ouverts dans le système qui fait l'objet d'une critique. Elle n'est en quelque sorte qu'une nuance. Un peu d'injustice n'empêche pas la bonne humeur, et l'amusement n'empêche pas la méfiance. Plus subtilement, elle est surtout un moyen de souligner dans ces deux jeux la possibilité de changer la contrainte en loisir, de se l'approprier lorsqu'on n'a pas le pouvoir de s'y soustraire. C'est à la fois un message dangereux de soumission et un appel subversif au jeu. Le jeu, qui adopte ou imite certaines caractéristiques du réel, est un moyen de ménager au sein de ce réel un espace maîtrisé, agréable et personnel. Cette maîtrise partielle, d'ailleurs, est celle qui nous a appris à nous approcher des machines informatiques, à leur faire confiance, à vouloir leur confier une part graduellement plus importante de nous-mêmes. Éprouvant par le jeu transitionnel la constance et la fiabilité des ordinateurs, découvrant la manière dont ils élargissent nos possibilités, nous avons été d'autant mieux préparés à ce que leur rôle d'intermédiaire s'étende bien au-delà du domaine ludique. Le jeu, donc, est un étonnant outil de survie autant que de renoncement, de détournement transgressif autant que d'acceptation muette. On sait que les jeux, même privés de mots, peuvent être vecteurs d'idéologie. L'accumulation, qui est si bien valorisée par beaucoup d'entre eux, n'est pas autre chose que le principe fondateur du capitalisme. Même pour la conscience la plus insouciante, ce n'est pas vraiment un mystère. On n'a pas besoin d'imaginer qu'un message politique se cache dans Sport ou dans Elite pour se poser des questions qui peuvent nous sembler se limiter à notre expérience ludique. Dans ce jeu, mon comportement est-il juste? Pourrais-je faire autre chose? D'où me vient le droit de faire ça? Est-ce réaliste? Ce travail d'infra-interprétation est automatique et fait partie intégrante de la pratique de jeu. Parce que sous cette forme il peut ne pas suffire, il arrive qu'il se prolonge jusqu'à engendrer des vidéos YouTube, des forums de gaming ou des champs d'études universitaires. Il n'en faut pas moins pour tenter de comprendre ce que le jeu nous a fait faire, pourquoi c'était gratifiant ou pourquoi ça ne l'était pas, dans quelle mesure cette expérience a été partagée par les autres personnes confrontées au même jeu, et ce qui peut me rappeler, dans l'opéra bouffon de vendredi dernier ou dans le dernier San Antonio des vacances, ce jeu 3DO auquel je n'ai jamais joué.
Majora's Mask et Link's Awakening nous ont appris que la forme du jeu est nécessairement lacunaire. Il est conçu pour se réaliser en un autre lieu et en un autre temps que ceux de sa production, entre des mains inconnues qu'aucun procédé ne peut tout à fait contraindre. Ce n'est que pour susciter cette réalisation et l'encourager que le jeu se conçoit. Ce qu'il doit donc produire, c'est chez la personne joueuse une forme de foi en la valeur de cette expérience encore inactive, et une volonté capable de se soumettre à la part définitive du jeu pour engendrer sa part fugitive et réelle. Une trame de jeu vidéo, c'est donc à la fois l'exposé, l'illustration des conditions du jeu, et la mise en scène d'une insuffisance justifiant l'action ludique, la rendant nécessaire. Majora's Mask et Link's Awakening exposaient à travers le topos de l'environnement destiné à disparaître, une possibilité qui était en fait un état déjà atteint et demandant à être réparé, le morcellement de l'univers de jeu et sa disparition. Ainsi, ces deux œuvres affichaient leur fragile dépendance et laissaient voir le vide en elles. L'œuvre dépend d'une énergie qui n'existe que dans sa réception. Considérant en particulier LSD Dream et Metroid Prime, nous avons admis que tout jeu vidéo est en premier lieu un espace mis à la disposition d'une conscience. Au sein de cet espace, aucune illusion d'incarnation n'est nécessaire pour que cette conscience joueuse circule et interroge tout ce qui lui sera présenté. Le récit lui-même peut passer entièrement par l'environnement, que la conscience rencontre morceau par morceau et qui lui vient comme une série d'événements. L'illusion d'incarnation n'a dans cet espace qu'une seule utilité, elle permet d'imaginer un objectif, une destination, une continuité dans la succession des expériences. LSD Dream et Metroid Prime faisaient de l'espace disponible leur personnage principal. En caractérisant ainsi leur environnement comme sujet, ces jeux prenaient nécessairement pour objet le cheminement que la conscience pouvait y tracer. Cette expérience, dont il était la part commune partagée par toute personne joueuse, était leur seule destination. L'œuvre, ici, n'existe pas seulement par le moyen de sa réception, elle n'existe que pour elle et s'y limite entièrement. Ce n'est qu'en considérant Pathologic et Snake Eater que nous avons découvert, à l'inverse, la possibilité d'un rejet de la conscience joueuse à l'extérieur de la machine de jeu. Que cette conscience doive reconstituer cette machine parce qu'elle est défaillante ou qu'elle doive l'anéantir parce qu'elle est fonctionnelle, elle en est systématiquement rejetée comme une intruse. Son expérience consiste alors en une étude du jeu considérée depuis un point de vue faussement extérieur. Elle doit en comprendre le fonctionnement, faire son possible même pour éviter de le rencontrer frontalement, et trouver malgré tout le moyen d'y faire intrusion. Cette fois, l'intermédiaire que constitue le personnage jouable est à la fois le moyen de cette rencontre, puisqu'il n'y a que lui qui puisse s'introduire dans le cercle autonome du jeu, et une charge, une entrave, un boulet qu'il faut soigner. Cette série de contraintes et d'empêchements que doit supporter la conscience joueuse vise à forcer de sa part un travail d'opposition contre l'œuvre, et de bouleversement de l'ordre fixe qui précédait le moment de la réception. Il lui faut se heurter aux mécaniques du jeu, qui sont une série d'affirmations, un discours, et alors seulement mener une contre-offensive retardataire. Par ce moyen, ces œuvres proposent une autre forme du pacte de représentation appliqué au jeu. La partie est présentée comme un faux dialogue, trop asymétrique pour se réaliser ailleurs qu'à l'intérieur même de la conscience joueuse. Elle seule peut envisager et contenir plus d'une voix. À terme, et après l'avoir suggéré continuellement, Pathologic et Snake Eater révèlent tous deux définitivement, avec une exacte honnêteté, la facticité du dialogue, de la discussion, des pantomimes qu'ils mettent en scène. Mentir pour montrer, c'était le moyen de désactiver l'illusion. Tout discours, toute image est une fiction superposée artificiellement au réel, et il n'y a d'invention que dans l'inexactitude de cette superposition, c'est-à-dire dans le champ offert à la conscience joueuse. En faisant un détour loin du jeu vidéo avec Eyes Wide Shut et Mulholland Drive, nous avons pu rencontrer un mode similaire de participation du public. Ce n'est que dans l'esprit de l'instance spectatrice que les apories, les irrégularités et les paradoxes qui font la composition et la problématique de ces films se révèlent et s'activent. Un travail d'enquête piégeuse doit nous mener à la rencontre de chaque illusion pour nous permettre de former en nous-mêmes, finalement, le rapport irrationnel qui est l'objet de l'art. Là encore, des personnages principaux que nous suivions scrupuleusement étaient les guides aveugles qui devaient nous permettre de découvrir et surtout de questionner les environnements faussement disponibles de ces films. Nous rencontrions donc dans ces œuvres des traits qui nous avaient semblé caractériser le jeu, et nous devions admettre que notre manière de les recevoir et de les comprendre était marquée de bout en bout par notre expérience ludique. Nous expérimentions, en fait, la possibilité de faire l'analyse ludique d'une œuvre apparemment achevée et dénuée de jeu. Il nous semble que toute œuvre demande, pour être reçue, une action ludique et créatrice.
Éprouver le réel, c'est une pratique ludique. En tirer le rêve, c'est la pratique créatrice qui s'y raccorde. Aujourd'hui, nous cernons avec plus de précision grâce à Pikmin et Katamari les contours et les possibilités propres du jeu vidéo. Nous apprenons ce que la mécanique a à voir avec le plaisir, avec le discours, avec l'identité. Nous apprenons quelle formidable énergie alimente la marche incoercible du Katamari. Le jeu est la mise en tension, l'épreuve du lien qui existe entre le monde et nous. Elle suscite et entretient deux énergies contraires, l'une absorbante et égocentrique, l'autre tendue vers l'extérieur et oublieuse de l'identité. C'est dans la conjugaison de ces deux forces que se conçoit l'expérience de jeu. Ainsi, l'espace où se produit cette expérience est toujours faussement étranger. Il doit être mis en rapport avec l'espace intime et permettre une solitude qui est celle du travail créatif. Il est, pour rendre possible ce travail, toujours dirigé vers d'autres espaces envisageables et vers la possibilité d'une évolution. Dans la mesure où l'on reste attaché à une identité, à un point de vue qui se distingue du reste et s'y oppose, on observe que cette évolution prend bien souvent la forme d'une accumulation sans limite. Le seul mouvement qu'envisage l'individualisme, c'est l'absorption. A l'inverse, une mise sur le même plan de plusieurs entités ou de plusieurs consciences permet d'imaginer un mouvement vers l'équilibre. Pikmin et Katamari se tiennent dans l'intervalle qui sépare ces deux situations. Notre solitude nous incite à l'accumulation, mais notre mission unificatrice suppose que nous ne visions qu'une harmonie, qu'un rassemblement des âmes et des choses. Qu'il soit dans Pikmin une mise en valeur des caractères communs aux éléments de la série, ou dans Katamari une disparition des caractères au profit de l'unité générale, ce rassemblement aboutit dans ces jeux à la disparition de la diversité dans une identité unique. Ainsi, il rejoint le mouvement absorbant et individuel de la conscience joueuse et lui donne satisfaction. Mais cette satisfaction n'est pas sans nuance. Ces jeux, comme beaucoup d'autres, parce qu'ils permettent une expérience directe mais ne nous laissent jamais ignorer que cette expérience existe selon un point de vue situé, contiennent la remise en cause de l'illusion universaliste produite par notre triomphe accumulateur. Ils nous permettent d'envisager que toute expérience puisse être une fabrication, un produit qui n'a rien de brut. Ils nous apprennent, en fait, que nous sommes toujours déterminés et que l'absolu nous est inaccessible. Ainsi, ils nous proposent une expérience plaisante et déraisonnable qui répond à nos envies et donne forme à nos pulsions, mais ils nous invitent à interroger leurs sources et leurs implications. Ils libèrent, en ménageant pour nous un espace de solitude, les mouvements intérieurs que nous pensions cachés, mais permettent, en confrontant ces manifestations de notre conscience avec une altérité fictive, partiellement introduite en nous pendant le processus de jeu, leur éclaircissement ou leur transformation. Nous avancerons donc finalement que l'œuvre existe dans un intervalle. Elle se tient dans la continuité qui va de la conscience au monde. S'il fallait maintenant t'exposer clairement la manière dont nous définissons le jeu vidéo, ce serait par une série de conditions concernant sa réception. Elles sont en fait les présupposés que Twin Peaks visait à vérifier. Le jeu ne contient pas l'expérience, mais il en pose les conditions. Certaines sont nécessairement acceptées par la conscience joueuse, mais d'autres sont contournables. L'action choisie par la conscience joueuse est permise et orientée par des principes mécaniques dont elle apprend ou tente d'apprendre le fonctionnement. Un élément mécanique est un élément de sens. Un monde de jeu est la mise en expérience, la projection expérimentale d'un point choisi du monde perçu. La personne qui joue accepte de construire son expérience particulière sur la base d'une expérience déterminée. Cette petite théorie de la réception était l'objet de nos 5 épisodes. La comparaison de plusieurs œuvres, c'était pour nous le moyen de les interroger en dehors de leur matière objective, puisque la mise en rapport vient après, elle n'est pas contenue dans les œuvres. Elle s'enracine seulement dans nos impressions, dans notre expérience, et pourtant elle existe. Nous avons voulu prolonger aussi loin que possible cette expérience qui débute avec le jeu et se poursuit bien après pour se mélanger à d'autres, pour former des analogies et participer à la formation de l'espace intérieur des consciences joueuses. C'est un phénomène lent, mais pas aussi lent que le rythme de parution de Twin Peaks. Il n'y aura pas d'autres épisodes. On est à sec. Moi, je joue plus qu'à des jeux que j'ai déjà refait 10 fois, et Zef, il est où? Zef! Hein? Dans 4-5 ans, tu seras chaud pour faire un Twin Peaks? Cette fois, il faudra écrire. Non. Il est pas chaud. Par contre, je veux bien... Non, mais viens pour parler, on n'entend que dalle. Par contre, je veux bien faire Twix ou des vidéos sur le catch. Ce sera bien et je serai à toutes les conventions. Pour Twin Peaks, t'as un dernier mot? Oui. Si Rameau m'avait écouté, on serait à l'épisode 12 déjà. Et on ferait genre 15 € par mois sur Tipeee. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête. Ouais. À plus.
Je fais 3 heures de méditation par jour dans la cuisine du resto parce que c'est le seul endroit où la lumière n'arrive pas. Obscurité totale. C'est Torres qui me fait rentrer. C'est pas la première fois que Zef et Rameau viennent m'empêcher de tourner en rond parce qu'ils ont une emmerde. Ce sont des garçons touchants, mais un peu compliqués. J'ai même pas eu le temps d'enfiler un futal. Ils étaient là, sympathiques et tout, mais on sait toujours pas ce qu'ils voulaient. On les a rencontrés suite à une annonce, ils nous ont fait venir chez eux. On devait faire un casting pour des publicités. Et de fil en aiguille, c'est devenu un peu étrange. Ils ont commencé à nous faire lire un texte pendant des heures et des heures. Quelque chose, un message secret, ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose en tout cas où on n'a rien compris du tout à ce qu'on faisait. Ils nous ont laissé croire qu'ils joueraient dans la nouvelle saison du Nounou d'Enfer. J'aurais jamais accepté si j'avais su que la série était arrêtée. Et ils nous ont jamais prévenu que ça passera à la télé. Et en tout cas, nous, on n'a jamais reçu d'argent. Ils nous ont fait lire du Rezvani. Et ils ont eu l'air de trouver ça très bon. Je vois pas comment, mais... Il y a quelques années, on a fait une émission plutôt courte où on comparait plein de choses complètement arbitrairement. C'était n'importe quoi, absolument. Et après, on glosait. Et en fait, ça n'a jamais intéressé personne, alors on est vraiment étonnés d'avoir été imités. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Si, je voulais chercher la chef de la Gardiche. Elle s'appelait bien Eclipse, mais ses propriétaires ont déménagé. Et le jour des seconds masques, aucun phénomène astronomique. Vous aviez juste pas les yeux en face des trous. Je crois que vos problèmes sont résolus et que maintenant, vous y verrez plus clair. Si vous n'y voyez pas plus clair, vous pouvez m'écrire. Mais je ne repartirai pas sur le terrain tant que vous ne m'aurez pas payé. Then you'll see a head, and the feathers on the head are a certain texture and it's a certain shape, and it goes into the neck. Yeah, but I wanted a silver goblet. Yeah. Did you want cream for your coffee? Please. And yours is decaf? Yes, thank you. You want water too? No.